Abainville, juillet 1918. Depuis l'arrivée des troupes américaines, ce petit village desservi par la ligne Bar-le-Duc-Neufchâteau est devenu une véritable ruche. À la faveur, si l'on peut dire, de la Grande Guerre, cet archétype du désert français est devenu un haut lieu de la voie de 60. À longueur de journée, on décharge des éléments de véhicules qui seront assemblés sur place avant de rejoindre le réseau du front, où ils alimenteront les troupes en vivres et en munitions. C'est donc un immense atelier, en grande partie à ciel ouvert, qui a surgi au milieu de ce néant rural devenu subitement stratégique. Tout ce qui arrive ici, en grande partie assemblé pour les locomotives ou en pièces détachées pour le reste, provient d'Amérique. Les milliers de tonnes de matériel que l'on décharge à Abainville ont donc traversé l'Atlantique et une bonne partie de la France, d'ouest en est. Et comme il faut tout construire de toutes pièces et sans délai, il n'y a pas que des véhicules. Comme sur n'importe quel chemin de fer, tout commence avec la voie. Cette fameuse voie portative, créée 20 ans plus tôt par Paul de Cauville, qui n'imaginait peut-être pas qu'elle servirait ce que l'on appelle, dans les salons bien sûr, l'art de la guerre. Départ en ligne, avec l'un des innombrables tracteurs Baldwin de 50 chevaux qui, déjà, concurrence la locomotive à vapeur. À 28 km au nord d'Abainville, voici Sorcy, où l'on voit que tout repose sur la marche à vue, ce qui veut dire sur l'arrêt à vue. Et c'est reparti, en direction maintenant de Baccarat. Dans un premier temps, on remarque une voie dressée avec beaucoup plus de soin qu'on aurait pu le penser. Ceci dans un cadre campagnard presque riant. Nous sommes encore loin des tranchées. Mais on se gardera bien de qualifier certaines images de folkloriques. Ces hommes interviennent ici dans l'urgence pour combler une brèche provoquée par un obus.
L'impact est plutôt limité, il est vrai, et il suffira de quelques minutes pour reballaster la plateforme, puis pour remplacer le coupon de voie endommagé par un neuf. Aucun doute, les Yankees savent faire vite. Sorcy, 1er juillet 1918. Ce ne sont plus des cheminots en kaki, mais bien des soldats en armes qui arrivent, par dizaines, sur la voie normale. En un clin d'œil, toute la troupe est descendue sur le quai, et elle va maintenant embarquer à bord d'un train de la voie de 60. Destination Corniéville. Autrement dit, le front. Sorcy, à la rencontre des lignes Est de Bar-le-Duc, Toul et Neufchâteau, revêt la même importance dans l'exploitation du réseau militaire qu'Abainville dans son équipement. Ici, on forme des trains entiers pour l'approvisionnement du front et, logiquement, ce convoi de rations ne va pas tarder à prendre la même direction que celui qui vient d'emmener les hommes. En tête de son train mêlant fût de carburant et sacs de vivres, la 131 Alco, qui porte fièrement sur ses flancs les 3 lettres USA, va dépasser un train du grand réseau, puis s'élancer en ligne. Et à Ménil-la-Tour, c'est un incroyable capharnaüm qu'emmène la petite machine, assistée en queue par un locotracteur Baldwin.
Le désert français, disions-nous. Voir. Dans les circonstances du moment, l'homme est partout, en uniforme, s'entend. Dans ces casernements élevés en pleine campagne, comme dans la rue principale de Corniéville, où l'on n'a sans doute plus jamais revu depuis pareille animation. Mais les apparences ne resteront pas longtemps trompeuses. Ces images des ruines du village de Mouilly viennent brutalement nous rappeler que la guerre est là et qu'elle est l'unique raison d'être de cette voie de 60 débordant d'activité. Romagne sous Montfaucon. Ratontou. Autre nom, autre lieu qui font surgir une évidence. C'est avec la guerre que la voie étroite atteint son apogée. Mais ce n'est que bien des décennies plus tard, lorsqu'elle sera réduite au rang de pièce de musée, que l'on commencera à la qualifier de romantique. Et pourtant, dans ce bois perdu de l'Est français, anonyme au point que les Américains ont dû lui trouver un nom, Osborne Siding, des hommes ont vécu. Des hommes qui, malgré tout, savaient sourire. Plus d'un quart de siècle s'est écoulé, une autre guerre est passée, et bien plus au sud, voici un autre chemin de fer. À écartement standard celui-ci, mais nous sommes toujours dans ce monde des secondaires, avec ces fréquents imprévus que l'on pallie par l'omniprésent système D. Sur le réseau des Bouches-du-Rhône, les petites 030 numéros 11 et 34 sont donc sorties du droit chemin. Pour les relever, pas de vérin, mais tout simplement la grue d'un entrepreneur des parages qui va se révéler rapide et efficace.
Avec de tels moyens, on ne peut pas prétendre travailler dans la finesse. À l'évidence, les mécanismes ont un peu souffert dans l'aventure. Mais l'important est bien de rouvrir la voie au plus vite. Car, même à un tout autre titre qu'à Sorcy en 1918, nous sommes ici aussi sur une ligne stratégique. Et en ces lendemains immédiats de libération, on retrouve une importante présence des militaires américains. Au premier coup d'œil, les machines des BDR ne paraissent pas de taille à influer sur le cours de l'histoire, avec un grand H. Mais si l'une de celles que l'on appellera bientôt 030 TU est venue leur prêter main forte, il y a forcément une raison. En effet, nous sommes sur la fameuse ligne des pétroles, dont les expéditions doivent nourrir, bien loin d'ici, les véhicules alliés qui poursuivent leur avancée dans les terres rhénanes et danubiennes, mais qui doivent aussi alimenter l'économie de cette confédération que la neutralité n'a pas empêché de se trouver enclavée. Tout est rentré dans l'ordre et, derrière la petite 030, les citernes suisses qui s'éloignent lentement vers Pas-des-Lanciers remonteront bientôt le cours du Rhône. La région marseillaise, voici guère plus d'un demi-siècle, était couverte d'industries servies par toutes sortes de trains, dont ce convoi de girafes refoulé par une 020 sans âge. Au lendemain de la libération, les camions et l'essence sont réservés aux militaires. Les civils, eux, doivent faire flèche de tout bois. Ce qui explique le sursis accordé, entre autres, aux autorails doubles Brissonneau qui s'efforcent de relier Fréjus à Saint-Tropez sur ce que le débarquement de Provence a laissé subsister de la voie métrique du littoral varois. Une ligne meurtrie, des trains bondés et une exploitation qui ne va pas tarder à succomber. Dans la banlieue lyonnaise, le panneau du passeur rappelle que les ponts sur la Saône restent à reconstruire. Mais le train bleu, le fameux tramway de Neuville, a repris ses rotations sans avoir trop souffert. Pour beaucoup, ces rames homogènes constituent un modèle du tramway moderne. Mais dans les faubourgs de Nancy, la motrice 192, même montée sur bogie, fait déjà pâle figure. Et que dire du matériel de service? Comment ne pas comprendre que dès les premières levées des restrictions, la compagnie allait être aussi fortement tentée que ses voyageurs de passer à autre chose, l'autobus bien sûr.
Une image qui semble dater de temps immémoriaux et qui accompagna pourtant le quotidien de nos pères, tout comme cette scène de halage typique des canaux de l'Est. Sur les rivières de France, voici guère plus de 2 générations, les bateaux automoteurs étaient encore très minoritaires. La plupart des mariniers recouraient donc au service de la Compagnie Générale de Traction des Voies Navigables, qui écoulait à sa façon les plus gros tonnages de l'ensemble des chemins de fer secondaires au sens large. Conséquence logique, certaines lignes de ce réseau méconnu mais vital survécurent jusqu'aux années 60. Retour dans la France profonde, et plus précisément au cœur de la Bretagne. À Carhaix comme ailleurs, seul le monument aux morts perpétue le souvenir des guerres et déjà, les carburants coulent à flot. Dans ce gros bourg ignoré des rares touristes de l'époque, la tradition est encore sincère et la gare compte toujours parmi les toutes premières de France pour la voie métrique. Apparus en 1946, les autorails d'Odion OC2 sont alors des engins modernes et ils desservent donc prioritairement la ligne de Guingamp, la plus chargée du réseau. Les véhicules anciens sont toujours bien présents. Les voitures en bois et même les autorails d'avant-guerre ne jouent qu'un rôle d'appoint. Mais côté marchandises, ça n'arrête pas. Les 230 restent bien actives, telle la 332 qui comptera parmi les rares survivances de tout l'ensemble. Et pour les trafics lourds, les Malais dominent la scène. Fortes de leurs 6 essieux moteurs, ces 8 locomotives construites par Piguet à la veille de la Première Guerre remorqueront jusqu'au bout les trains entiers de pommes de terre, le trafic dominant ici, loin devant les voyageurs. De fait, dans ce train mixte, ces derniers se comptent sur les doigts de la main. Le réseau breton, on le sait, disparaîtra en 1967. Mais le tout aussi célèbre blanc-argent, lui, vivra jusqu'à nos jours. Au milieu du siècle, entre Sologne et Berry, les très classiques autorails Billard cohabitaient avec les Vernets, flambant neufs à l'époque. Ce jour-là, on transborde. Une habitude bien ancrée sur ce réseau pour utiliser au mieux les capacités bien différentes des deux types. Le vaste Vernet dessert la section nord plus fréquentée. Et après quelques instants, le petit Billard repart vers le sud, avec à son bord une poignée de villageois. Côté marchandises, voici le locotracteur numéro 13, une construction maison. L'engin, réalisé à l'économie sur le châssis d'une ancienne 030, assure ici de longues manœuvres dans la gare centre du Béat.
À la faveur de l'arrivée de cet autorail vernais, tous les familiers de la voie métrique reconnaîtront l'endroit, Romorantin, où cette image s'est quotidiennement répétée jusqu'aux premières heures du nouveau millénaire, qui allait voir l'arrivée d'une troisième génération d'autorail. Il arrive parfois que le dénouement soit heureux. Un jour gris, en revanche, à la Cluse, et des jours comptés pour la dernière ligne des tramways de l'Ain. L'automotrice, dont on était si fier en 1933, n'atteint plus ni Nantua ni Ambérieu, et son domaine se réduit à la seule ligne de Hauteville. Le parcours débute sur l'accotement de la route nationale, dans un cadre naturel qui laisse deviner que la montagne n'est pas loin. Après quelques kilomètres, voici le premier village desservi par l'automotrice numéro 4, Saint-Martin-du-Frêne. Une ambiance très intérêt local, pour une gare plus importante qu'il n'y paraît. C'est ici que s'élève le dépôt-atelier, que visitèrent des ingénieurs venus de toute la France. En 1933, ce site fut l'un des berceaux du monophasé. Après avoir laissé sur sa droite ce qu'il subsiste de l'ex-ligne d'Ambérieu, l'engin reprend son chemin, dans une campagne encore hermétique à la motorisation. Passé Vieux-Dizenave, puis Lantenay, le train s'engouffre dans le tunnel de la Chenalette, dont la sortie ouvre sur un décor plus montagnard. Nous sommes désormais sur un plateau typiquement jurassien, où le tram dessert tout d'abord le chef-lieu de canton de Brenno. Plus loin, c'est Chandor, la bien nommée au printemps. Les courbes continuent de s'enchaîner, achevant d'apparenter cette voie métrique électrifiée à ses homologues de la Suisse toute proche, et il en sera ainsi jusqu'à l'extrémité du parcours. À 800 mètres d'altitude, le tram entre dans la gare terminus de Hauteville. Pour l'une des dernières fois. Ici, la conclusion surviendra le 22 mai 1954. Belle ambiance en terre de Corrèze. En gare de Tulle, le panneau des départs concilie localités voisines et destinations plus lointaines, Bordeaux, le Mont d'Or. Sur la grande ligne, la traction nouvelle fait ses premières apparitions sous la forme d'un X2400 tout juste sorti d'usine. Mais sur la voie contiguë, le POC
peut encore offrir un aspect inchangé depuis le début du siècle. Au terme de longues manœuvres, la Mallet numéro 101 achève de former son train mixte. Avant de partir en ligne, direction Argentat. En tête de sa longue rame entièrement d'époque, la Mallet a gratifié le cinéaste d'un démarrage somptueux. Et elle persévérera dans les méandres de la vallée de la Sainte-Bonnette, qu'elle remonte à bonne allure. Saint-Bonnet à Valouse. Cette scène de retour de marché pourrait dater du tout début du siècle, si l'arrivée d'un autorail vernais ne venait brutalement nous ramener au temps moderne, en l'occurrence à la charnière des années 50 et 60. Mais l'intermède sera bref. Retour au chemin de fer classique. Après 32 km de parcours, la Mallet s'immobilise en gare d'Argentat, d'où nous reviendrons avec l'un des deux Vernets qui débutèrent leur carrière ici, avant le regroupement de toute la série sur le BA. Par ses lignes anguleuses, l'engin semble beaucoup plus moderne que les billards, mais côté conduite, le progrès est resté timide. Au temps où la circulation était plus que clairsemée, le tracé en accotement routier ne manquait pas de charme, et les paysages environnants non plus. Quant à l'animation des gares, elle reflétait fidèlement l'atmosphère qui se dégageait des abords de la voie.
Après le tunnel de Pendrigne, l'autorail bascule dans la descente. Mais avant d'arriver au chef-lieu, les rails du TC rejoignent les nôtres. Hélas, à la date de ce voyage, le légendaire Taco est déjà fermé et seul le P au Corrèze dessert encore la gare jadis commune de Saint-Bonnet à Valouse. À défaut des antiques 030 de feu le Taco, l'étape nous permettra d'apercevoir la Malais 102 qui, à son tour, emporte vers le sud son lot de marchandises et tout un style de vie. L'autorail démarre à son tour et, descente aidant, il parcourra sans effort les 9 derniers kilomètres. Un bref coup d'œil sur le dépôt, où Vernet et Billard attendent leur tour pour partir en ligne ou pour recevoir les soins usuels. Enfin, la voie métrique rejoint l'écartement standard. Tulle, terminus de l'autorail. Brume matinale sur l'une des plus petites sous-préfectures de France. Nous sommes encore au pays de la Lose, mais on devine que le midi des Tuiles-Canal est tout proche. En gare, le capharnaüm parfaitement inanimé confirme l'impression première. CFD, chemin de fer départementaux. Avec ses 4 autorails de Dion-Bouton, la compagnie a choisi un mode d'exploitation on ne peut plus économique. Depuis 1935, les autorails assurent un service immuable, parfois avec les minuscules remorques à un seul essieu. On voit l'agent peser de tout son poids pour approcher le timon du crochet d'attelage. Même réduit à sa plus simple expression, c'est donc bien un train qui démarre à 9h30 précise. Le véhicule est proportionné à la bourgade qu'il dessert, mais le tracé est taillé pour la montagne. À 3 km de Florac, voici le premier viaduc sur la Mi-Meinte. L'ascension se déroule dans une vallée sauvage. Pour lui donner un peu d'importance, il a fallu adjoindre à la station de Cassagnas le nom du village de Bar-des-Cévennes, distant d'une bonne dizaine de kilomètres. Au PK 20, l'élégant viaduc de la Timbasse, avec ses 3 grandes arches courbes, annonce l'arrivée au Rouve-Jalcrest, le point culminant du parcours à 837 mètres d'altitude. Là, le chef de train doit descendre pour enlever le jalon d'arrêt, puis orienter l'autorail sur la voie d'évitement.
Il s'ensuivra quelques minutes d'attente, peut-être agrémentées pour certains voyageurs d'un verre au café de la gare, jusqu'à ce qu'apparaisse la Mallet numéro 324, la Céline pour les cheminots du cru. La 120-020, locomotive type de la ligne lozérienne, franchit la gare sans arrêt et laisse rapidement la voie libre au Dodion. Pour celui-ci, débute la descente de la Vallée Longue, 27 km précisément, jusqu'au terminus. Dominant maintenant la nationale, l'autorail ne tarde pas à aborder une petite gare, où il devra attendre un autre croisement. Saint-Privat, PK 28. Nous ne sommes déjà plus qu'à 610 mètres d'altitude. En sens contraire, c'est une rampe de 32 pour 1000 qu'affronte la Mallet, avec son train lourdement chargé. À Saint-Privat comme au Rouve, l'intermède sera bref, et l'autorail plonge à nouveau dans la pente. C'est ici que débute le passage le plus spectaculaire du parcours, la vaste boucle de Saint-Frézal de Ventalon, du nom de la gare qui apparaît en contrebas, mais que le Dodion n'atteindra que dans 2 bons kilomètres. Arrêt minute au milieu de nulle part. Et bientôt, la ligne du CFD, comme disent les gens d'ici, rejoindra celle du Pelem. Sainte-Cécile d'Andorge. Aujourd'hui, cette gare de correspondance n'est plus qu'un terrain vague, car depuis 1968, le CFD ne survit que dans les mémoires des vieux Cévenols. Autre sigle mythique, ornant un autorail de légende. L'ABH, le Renault, comme disent les familiers du réseau, restera l'engin emblématique des chemins de fer de Provence, même si sa longévité aura autant dû à l'ingéniosité des agents qu'à ses qualités propres. La réparation de fortune du circuit de refroidissement, suivie du complément de plein à l'arrosoir, c'est l'autre grand classique de la ligne Nice-Digne. Et l'autorail reprendra son voyage avec quelques minutes de retard seulement. À Barème, nous rencontrerons le locotracteur Brissonneau numéro 62, un autre increvable, encore en service aujourd'hui. À l'inverse, la mission qu'il assure ici aura été de courte durée. Sur les CP, les trains mixtes disparaîtront dès le milieu des années 50.
Hérité des voies ferrées départementales du Midi, le réseau du Tarn prend modestement naissance sur la place de la gare de Castres, comme un tramway. Une impression qui se précise avec la physionomie très routière de l'autorail Vernet, qui vient lentement se mettre en place. Et une identité qui achève de se confirmer avec ce tracé en pleine rue qui restera l'un des tout derniers du genre. Comme dans l'Ain, comme en Corrèze, la voie métrique concourt à une animation traditionnelle. L'exploitation ne l'est pas moins. Le croisement est un véritable petit événement pour lequel on n'hésite pas à descendre sur le quai. Après Roquecourbe, l'autorail longera continuellement la vallée de l'Agout, mais aussi la route, qui le dominera bientôt dans l'autre sens du terme. Pour l'heure, la menace paraît encore lointaine. Certes, en entrant en gare, l'herbe omniprésente ne présage rien de bon. Mais la première impression est trompeuse. À Pierre-Ségade, il y a toujours du monde. C'est reparti, ici aussi au beau milieu de la rue principale, où la traction ne fera illusion qu'un instant. Rien n'a encore vraiment changé. Progressivement, le paysage s'ouvre. L'autorail vient de franchir le seuil des 500 mètres. Et peu avant Lacaune, il atteindra la cote 800. Enfin, à 75 km de Castres, voici Murat. Le Vernet peut reprendre son souffle. Plus exactement, refroidir de quelques degrés après avoir gravi des rampes atteignant 40 pour 1000. Mais les cheminots, eux, doivent accomplir un dernier effort. Virer l'engin sur la plaque. Retour en terre tarnaise, en 1962, et en couleur. Pas très valorisant pour le Vernet, déclassé aux messageries et passablement défraîchi. Depuis quelques années, une poignée de billards de deuxième main a apporté un peu de sang neuf. Avec cet effort de modernisation, les CFDT, et tout particulièrement la halte de l'Albinque, connaîtront encore de belles affluences. Mais dès cette date, la présence ferroviaire dans l'avenue principale pouvait paraître anachronique. Côté installation fixe, on le voit, tout est resté en l'état depuis la dernière visite de notre cinéaste. Et sur la place de la gare de Castres, c'est exactement la même scène qui se répète. Seul le matériel a évolué, tout juste 34 ans d'âge en cette année 1962, contre 38 pour les Vernet. Rétrospectivement, celui qui connaît la visibilité restreinte qu'offre la cabine côté moteur frémira au vu de ce parcours urbain. Mais il est vrai que la circulation est encore bien réduite.
Une fois encore, beaucoup de monde à l'Albinque. Et le petit 100 chevaux repart bien chargé, avec sa remorque messagerie pour laquelle l'atelier a fait l'économie de la peinture rouge. En retrouvant la plateforme indépendante, l'autorail s'offre une pointe de vitesse. Mais ça ne durera guère. Dès la sortie du tunnel des Grèzes, le tracé devient plus tourmenté. Roquecourbe, kilomètre 10. La dernière fois, on a croisé. Aujourd'hui, on manœuvre pour laisser la remorque. Autant dire que l'autorail se sent plus léger pour attaquer la montagne. Face à nous, le chantier du pont routier est terminé. Et dans quelques jours, le progrès, comme on dit, trouvera son aboutissement. Nous sommes le 23 décembre 1962 et au soir du 31, le réseau fermera définitivement. La halte du Bouissa n'a plus que quelques heures de vie devant elle, tout comme le viaduc et la bifurcation du même nom, tout comme l'ensemble des 88 km de ligne. Heureusement, quelques véhicules seront réutilisés. Notre billard, par exemple, connaîtra 20 bonnes années de sursis en Corse.